Salut à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série sur la puissance en course à pied. Après avoir vu ce qu'est la puissance, comment la mesurer ou la calculer et comment la relativiser, aujourd'hui on va voir l'intérêt et l'utilité de la puissance à l'entraînement et en compétition et on va discuter des autres métriques qui gravitent autour, notamment la fréquence cardiaque. Vous allez voir globalement ça va rester du bon sens, de la logique qu'on va diviser en trois parties: l'intérêt de la puissance à l'entraînement, l'intérêt de la puissance en compétition et l'intérêt de la puissance pour mesurer ou en tout cas essayer de calculer la dépense énergétique pendant un entraînement et une compétition. Donc tout d'abord, on va parler d'entraînement et on va réemployer ce mode métrique parce qu'on va parler de la fréquence cardiaque. Si on ne devait choisir qu'une seule métrique, je vous dirais d'utiliser la fréquence cardiaque parce que c'est la plus pertinente à propos de l'entraînement. Mais on le sait, on n'est pas obligé d'utiliser une seule métrique, donc c'est intéressant de compléter la fréquence cardiaque par la puissance parce que la fréquence cardiaque a quelques défauts et quelques manquements. Surtout une certaine latence. Par exemple, si vous faites un sprint de 15 secondes à bloc, votre fréquence cardiaque ne va pas monter immédiatement, tandis que votre puissance va monter beaucoup plus vite. Il va y avoir une certaine latence aussi, mais elle sera moindre. Et d'ailleurs, la fréquence cardiaque ne va pas forcément monter aussi haut que l'effort vous a été difficile. Plus généralement, même sur des blocs longs, la fréquence cardiaque, elle peut mettre de plusieurs secondes à plusieurs minutes pour monter, tandis que la puissance sera beaucoup plus instantanée, puisqu'en général, on lisse la puissance sur, admettons, 30 secondes, pas plus. Et en fin de séance, on a aussi la fameuse dérive cardiaque. Et la puissance peut permettre de mieux comprendre la dérive cardiaque. Parce que certes, la dérive cardiaque arrive souvent par déshydratation, fatigue, épuisement de l'énergie, etc. Mais parfois, une dérive cardiaque peut être aussi impliquée par des éléments externes, comme par exemple un léger dénivelé qu'on n'aurait pas pensé important sans cette fatigue, un peu de vent et ainsi de suite. Et la puissance va permettre de mieux comprendre l'origine et la raison de la dérive cardiaque. Donc l'intérêt, on le comprend, c'est pas d'exclure une métrique ou d'une autre et de mettre la puissance en avant en disant il y a la puissance et il y a le reste. C'est vraiment d'utiliser la puissance pour compléter la fréquence cardiaque et aussi pour compléter le ressenti. Je pense qu'un entraînement qui est bien complet, c'est un entraînement qui utilise la fréquence cardiaque, le ressenti étant la pierre première, la pierre la plus importante de l'entraînement, et la puissance. Et je trouve que la puissance est beaucoup plus pertinente, par exemple, que la prise de lactate. Certes, le lactate, c'est une charge interne, tandis que la puissance, c'est une charge externe. Mais l'intérêt de la puissance, c'est que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitif que la prise de lactate. Et d'autant plus, la prise de lactate, on le rappelle, normalement, elle nécessite un professionnel de santé pour être effectuée. Ce qui est rarement le cas, on ne va pas se mentir, en course à pied, même en cyclisme. Donc l'intérêt supplémentaire, on le voit, c'est de mieux quantifier l'entraînement, la charge d'entraînement. Donc par exemple, on peut utiliser des métriques supplémentaires si on utilise la puissance. Parce que par exemple, en général, on va dire cette semaine j'ai fait 50 km ou j'ai fait 5 heures de course à pied. Mais c'est pas pareil selon le dénivelé, selon le vent et ainsi de suite. Et on le sait, la puissance prend en compte le dénivelé, le vent, la météo et ainsi de suite. Donc on peut utiliser des métriques beaucoup plus précises comme le TSS ou au sein de l'Institut, on a notre propre métrique, le SHAF, qui permet pour la charge de fatigue équivalente, qui permet tout simplement de mieux quantifier la charge d'entraînement grâce à la puissance et à d'autres métriques. Nous, on utilise aussi le ressenti, on utilise aussi la fréquence cardiaque, la durée des efforts, et ainsi de suite. Là, on va passer à l'intérêt en course. Le premier intérêt en course de la puissance, c'est de trouver un rythme régulier et lissé sur des courses vallonnées, des courses compliquées, comme par exemple le marathon de Boston, des trails, et ainsi de suite. Parce que la puissance, elle est encore plus précise que la vitesse ajustée à la pente, et elle permet de bien doser ses efforts. Et elle permet de bien doser parce que par exemple, vous allez vous dire, à chaque montée, je vais faire 300 watts, et si je fais plus de 300 watts, je vais rentrer dans une autre zone et ça va être plus compliqué. Ou aussi, vous pouvez vous dire, j'augmente la puissance en watts dans la montée parce que je sais que dans la descente, je vais pouvoir la réduire, aller plus vite avec moins de watts. Par contre, à titre personnel, je n'utiliserai pas la puissance pour des raisons pratiques en compétition parce que je préfère utiliser la fréquence cardiaque. Alors là, on va me dire, mais du coup, quel est l'intérêt de la puissance? Alors déjà, on pourra utiliser la puissance après coup pour analyser la course. Et ensuite, pourquoi je n'utiliserai que la fréquence cardiaque? Tout simplement parce que je pense qu'en course, la priorité absolue, c'est les sensations, qu'on aura bossé à l'entraînement en se calibrant avec les métriques. Et qu'en course, il faut utiliser principalement les sensations et il faut éventuellement les valider avec la fréquence cardiaque. Certes, vous pouvez les valider avec la puissance, mais moi j'ai pour habitude d'utiliser la fréquence cardiaque. Et le plus important, pourquoi je n'utilise pas la puissance, c'est pour ne pas cumuler énormément de métriques différentes. Parce que si vous avez trop de métriques à surveiller en compétition, vous allez vous y perdre, vous allez vous éparpiller, vous n'allez peut-être pas démarrer au bon moment et ainsi de suite.
Le seul type de compétition où j'utiliserai les watts, ça sera un contre-la-montre individuel. Mais ça, c'est un effort qui existe quasiment pas en course à pied. La seule course qui me vient à l'esprit, hormis l'UTMB à Chamonix là, pour les jeunes, ça serait le cross du Mont Crively. Donc ça, je pense que la plupart des personnes ne connaissent pas parce que c'est une petite course dans l'Aisne où en fait il y a une montée et ensuite il y a la descente, etc. Ça fait 5,6 km et c'est un contre-la-montre individuel, c'est-à-dire qu'on part un par un. Et donc, par contre, pour rebondir sur l'UTMB à Chamonix, on peut imaginer l'intérêt d'utiliser les watts parce qu'en fait, le deuxième jour, c'est aussi un contre-la-montre individuel où les gens partent un par un du plus lent au plus rapide. Et grossièrement, ce genre de course qui est court et individuel, comme les courses de montagne et ainsi de suite, comme la montée d'une côte, là, on peut un peu plus se calibrer au watt que à la fréquence cardiaque. Pour un effort assez unique, assez sec, c'est peut-être plus pertinent effectivement d'utiliser la puissance. Mais c'est des efforts qu'on retrouve finalement assez peu en course à pied. On va passer à la troisième partie de cette vidéo, c'est quantifier la dépense énergétique. Alors là, je vais me permettre de lire mes notes un peu plus sur mon ordinateur, parce que là, c'est un sujet qui est plus délicat, sur lequel j'ai fait beaucoup de calculs. L'intérêt des watts, c'est qu'on peut les compléter par une métrique qui est les kilojoules par kilogramme par heure. Alors ça paraît assez délicat dit comme ça, mais on s'en rappelle, les watts, c'est qu'une conversion des joules finalement, et donc du coup, quand on produit un certain nombre de watts par heure, on produit un certain nombre de joules, et les joules, on les retrouve en mangeant des aliments caloriques. C'est-à-dire que par exemple, si je dis pas de bêtises, 1 gramme de glucides c'est 16 kilojoules. Donc en fait, si on arrive à convertir les watts en kilojoules par kilogramme par heure, on arrive plus ou moins à calculer la dépense énergétique qu'on a effectuée et comment se ravitailler. Et là, je trouve que c'est un usage qui est vraiment très très pertinent. Ça peut être difficile à être utilisé en course, voire impossible, parce qu'il faudrait derrière un directeur sportif qui l'utiliserait pour nous, qui calculerait, etc. Mais après coup, en analyse, c'est très très pertinent. Alors c'est simple, le total des joules, c'est la moyenne de watts par le temps en secondes. Par exemple, on va revenir à notre coureur de 55 kg. Imaginons qu'il fasse 137 watts sur 3h47. Ça fait 137 watts x 13 620 secondes. Donc ça fait 1866 kilojoules. Donc là, on le voit, on a réussi à convertir nos watts sur un temps en kilojoules. Mais pour les mêmes raisons qu'on parle de watts par kilogramme, il va falloir diviser les kilojoules par le poids du coureur pour relativiser le nombre de kilojoules. Donc notre coureur de 55 kg, il a finalement sorti 33,9 kilojoules par kilo lors de sa course de 3h47. Pourtant, il y a le poids qui peut varier, mais il y a la longueur de l'effort aussi. Toutes les courses ne font pas 3h47. Donc, il faut relativiser ces 33,9 kJ par kilo à la durée de la sortie. Donc, on divise ces 33,9 kJ par kilo à la durée de la sortie exprimée en décimale. 3h47, ça fait 3,78 heures. Donc, on divise 33,9 par 3,78 et on obtient 8,96 kJ par kilogramme par heure. Donc là, on comprend, l'intensité et la longueur de l'effort influencent cette métrique de kilojoules par kilogramme par heure. Par exemple, si notre coureur de 55 kg fait 2h30 à 200 watts, il va certes effectuer un effort de 32,7 kJ par kilogramme. Donc là, c'est proche des 33,9 kJ par kilogramme. Par contre, quand on relativise cette métrique en kilojoules par kilogramme par heure, on se rend compte que sur 2h30, donc 2,5 heures, là, il est à 13,08 kJ par kilogramme par heure, alors que la course précédente, il était à 8,96. Donc on le voit, les 200 watts sur 2h30 sont beaucoup plus intenses que les 3h47 à 130 watts de mémoire. Et donc, ça c'est ce que je disais avant, on sait qu'un gramme de glucides c'est 16 kJ, un gramme de gras c'est 37 kJ approximativement. On comprend vite deux choses. On peut calculer la consommation approximative en glucides pour notre coureur sur ses efforts, quand on connaît ses kilojoules par kilogramme par heure, et on comprend que finalement, plus on utilise les lipides, plus on sera économe, et plus on sera capable de garder des stocks de glucides pour les moments cruciaux. Ça vaut encore plus pour les courses qui sont courues avec des à-coups, comme par exemple éventuellement des semi-marathons ou des marathons de championnat, ou des courses cyclistes. Et donc là, cette métrique, elle peut nous aider à travailler le ravitaillement en course et à comprendre l'énergie qui reste à un coureur. Par exemple, si à la mi-course, il a 8,05 kJ par kilogramme par heure, on comprend qu'à la mi-course, il est quand même encore vachement économe. Et un coureur très léger, par exemple, il aura tendance à performer sur une montée longue et sèche
ou un faible cumul de montée, parce que ses réserves de glucides seront forcément un peu plus limitées, et de lipides également d'ailleurs, qu'un coureur intermédiaire qui sera un peu plus passe-partout, et qu'un coureur lourd qui, on le rappelle, aura du mal à subir toutes les cotes. Et donc, il y a le site Lanterne Rouge que je mettrai en description qui s'est très bien penché sur le sujet, et qui détaille l'utilité de ce concept pour le cyclisme, et qui avance même des graphiques assez intéressants pour mieux comprendre comment interpréter cette métrique. Et d'ailleurs, les auteurs du site, qui sont parmi les rares à exploiter ce concept, et qui sont d'ailleurs, à ma connaissance, les premiers à en parler sur Internet, l'utilisent régulièrement pour mieux analyser les courses cyclistes. Parce que par exemple, on peut dire, imaginons qu'on ait une course cycliste où à la fin on monte le Mont Ventoux. Si vous montez le Mont Ventoux en ayant consommé par exemple 8 kJ par kilogramme par heure pendant 3 heures sur un terrain vallonné, ça ne sera pas pareil que si vous avez fait 13 kJ par kilogramme par heure pendant 4 heures sur un terrain vraiment montagneux. La deuxième course sera beaucoup plus compliquée, on arrivera beaucoup plus épuisé sur la montée finale. Donc ça veut dire que si sur la deuxième course, vous avez sorti autant de watts dans la montée du Ventoux que sur la première course, vous avez été beaucoup plus performant. Parce que vous êtes arrivé avec un niveau de fatigue plus élevé, plus important, mais vous avez réussi à performer malgré tout. Et là, on en revient à ce que je disais sur les tests. Par exemple, pour les triathlètes, faire les tests en situation de pré-fatigue, c'est que sortir des chiffres hallucinants, c'est important, mais les sortir avec une pré-fatigue dans les jambes et plusieurs heures dans les jambes, ça c'est encore plus important. Pour conclure, je viendrai quand même dire qu'évidemment, il y a une petite chose à rappeler, c'est que les données en course à pied sont autoréférentielles et ne sont pas les données émises par le coureur, ce n'est pas les données mesurées. Donc pour établir un tableau intéressant de la mesure en kilojoules par kilogramme par heure, il faut être conscient que ce tableau sera propre à chaque coureur et devrait être réalisé sur le moyen terme, voire le long terme, en relevant énormément de données au fil du temps et en s'assurant qu'il y a une cohérence et une reproductibilité des données relevées. Donc voilà tout pour cette partie qui était plus complexe. J'espère que j'ai réussi à la rendre claire et un peu didactique, parce que c'est pas forcément simple. On se dit à très vite pour la vidéo suivante sur comment améliorer ses watts. Tchuss!